je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vini Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vini Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre -20 et -25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinidaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Victor Ulrich. On va parler d'un outil ou d'un accessoire essentiel pour le monde du vin aujourd'hui, le verre à vin, d'une marque assez prestigieuse, Riedel. Mais avant de commencer par Riedel, j'aimerais bien commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Déjà, merci de m'avoir invité. Moi, je suis très heureux d'être ici. Alors, on le voit peut-être pas à la caméra, mais on est à la station F et je suis assez bluffé par l'endroit. J'en faisais part de mes commentaires tout à l'heure. Écoute, me présenter, tu veux que je commence par mon parcours Par exemple, oui, tout simplement. Moi, c'est très simple. Je suis vosgien d'origine. Donc, c'est des petites montagnes qui se trouvent dans l'est de la France. C'est la raison pour laquelle les Alsaciens font du bon vin. Il y a une blague chez nous qui dit que les Vosgiens ont des longues oreilles parce qu'on nous montre comme l'Alsace est belle. Voilà, donc voilà, j'ai pas forcément de lien particulier avec le vignoble. Sûrement des liens plutôt liés à la gastronomie et le plaisir de bien manger. Voilà, à la maison, on a toujours aimé les plaisirs de la table. Et ensuite, parcours assez classique. Je suis parti en classe préparatoire pendant 2 ans au lycée Faber à Metz. J'ai enchaîné ensuite sur un parcours grande école, école de commerce. Donc techniquement, rien qui me destinait à travailler dans le monde du vin. Et j'ai ensuite atterri à Bordeaux, en école de commerce. Et une raison assez évidente, c'est qu'une passion m'est venue. C'est la passion du vin, purement et simplement. Comment ça t'est venu un petit peu, si on rentre je crois qu'on... 2-3 dégustations Ouais, je crois qu'on a une chance énorme quand on est étudiant à Bordeaux, c'est qu'il y a des dégustations tous les jours. Elles étaient quasiment toutes gratuites. Donc en budget étudiant, on pouvait faire des choses assez dingues. Je me rendais pas forcément compte à l'époque parce que c'est après qu'on se dit waouh, on avait accès à des choses incroyables. Et puis aussi des rencontres, des amis de promo avec qui on a aussi fondé une entreprise qui est assez connue maintenant qui s'appelle Gueuleton. Oui. Donc aussi une belle aventure qui était un projet étudiant qui est devenu... C'était un projet étudiant à la base. Ouais, c'était un projet de fin d'études en école de commerce. Donc avec 2 amis avec qui on avait fait... les 400 coups gastronomiques. Ouais. Qui avait commencé à Bordeaux, du coup. Exactement. Donc tout ça a fait que je voulais me destiner vers, pas forcément le vin dans un premier temps, mais on va dire l'art de vivre à la française. Ouais. Voilà, le côté terroir, le plaisir de bien manger, de bien boire, de bien déguster plutôt. Et j'ai fait les stages qui m'ont mené de fil en aiguille dans l'univers du vin. J'ai commencé par le no-tourisme avec une société qui s'appelle Wine Tour in France. L'objectif, c'était de faire venir des étrangers et de leur faire découvrir le vignoble français. C'était à Bordeaux aussi ? Ouais, c'était mais plus en mode insider, c'est-à-dire que c'était pas vous êtes reçu par le propriétaire, etc. Ce qui est pas forcément, ça paraît simple pour nous Français, mais c'est quand même des choses qui sont peu accessibles. Donc ça, c'était un premier stage que j'avais fait en césure. Et ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer l'Union des Grands Crus de Bordeaux. Ok, là, donc c'était ton deuxième pas dans le monde du vin. Exactement. Et là, c'est donc l'organe organisateur... on va dire de tout ce qui se passe, campagne primeur, dégustation à l'international. Donc j'ai eu la chance de côtoyer tous ces beaux châteaux qui représentent un très faible pourcentage de Bordeaux, parce qu'il y a plus de 10 000 châteaux et l'Union en avait 134 je crois à l'époque. Ok. Et donc j'ai appris à baigner et à vivre dans cet univers des vins, des grands vins de Bordeaux, pour lesquels d'ailleurs j'ai toujours beaucoup d'affection, même si c'est à contre-courant de tout ce que l'on peut entendre en ce moment sur Paris. Et il se trouve qu'à la suite de ça, j'ai fait la rencontre de Riedel de manière assez fortuite. Ma cousine à l'époque gérait les relations presse de la marque. D'accord. Donc j'avais toujours une admiration très particulière. Et puis l'Union des Grands Crus était aussi en partenariat avec Riedel depuis très longtemps. Riedel était présent sur toutes les dégustations. Et donc de fil en aiguille, j'ai ramé. J'ai vraiment un prof un jour m'avait dit en école de commerce, quand tu veux rentrer dans une société, il faut pas avoir peur d'être un peu lourd. En plus, ce qu'il faisait, c'est qu'il appelait tous les mardis après-midi à la même heure pour savoir s'il y avait quelque chose qui allait se libérer. Alors, j'ai pas tout à fait ça, mais j'étais en année de double diplôme en Australie et il se trouve que la marque est très bien représentée. En Australie, tu veux dire ? Ouais. Et donc, j'envoyais constamment à l'époque Philippe Guillon qui s'occupait de la marque en Europe
des photos prises dans les wineries. Je l'ai revu ici, je l'ai revu là. Et donc voilà, on sentait une certaine passion, et je crois que c'est aussi un des mots qui peut revenir dans notre industrie. Je crois que si on travaille aujourd'hui dans le milieu des vins, et au sens large, dans tout ce qui est art de vivre, il faut avoir une passion pour ça. Bien sûr. Et donc j'ai intégré Riedel en 2014, donc ça va faire 10 ans maintenant. C'était pour ainsi dire mon premier job, puisque j'ai 33 ans aujourd'hui. Tu as commencé sortie d'études en fait, après ta césure, tu es revenu en école ou... Non, même pas... Ouais, j'ai fait une césure dans le vin, j'ai fait un double diplôme en Australie, ouais, c'est ça. Et du coup à l'issue du double diplôme, recherche de job, et j'ai intégré Riedel. Je m'occupais du marché français, uniquement, à l'époque qui était géré par les distributeurs. Et ensuite j'ai eu la chance, et maintenant je la mesure, à 25 ans, de partir à Singapour. Et je me suis occupé pendant 6 ans et demi des marchés export asiatiques. T'es resté combien de temps en France avant de partir du coup ? Un an, pile un an. Ok, ouais. Un an pile poil, ensuite c'est parti. C'est ça, on était très contents, ma femme avait trouvé un CDI, on était vraiment installés, contents d'avoir tous les deux nos CDI, jeunes diplômés, la vie parisienne, génial. Et donc les Riedel m'ont dit, écoute, est-ce que l'aventure asiatique te tente ? Moi j'avais toujours un peu le syndrome de l'imposteur, je crois qu'on a tous eu un moment de notre carrière, parce qu'aller en Asie c'est sympa, il fallait gérer 17 pays, 3 marques. Ouais. Moi j'avais jamais mis les pieds au bout d'un an d'expérience, il faut reprendre un peu de recul quoi. C'est ça. C'est pas Victor qu'on a devant nous, c'est Victor d'il y a 9 ans du coup. C'est ça. Alors pour reprendre le podcast que tu m'as conseillé, bonjour Laurent d'ailleurs si tu nous écoutes, c'est vrai qu'aller en Asie en 2015 c'était pas comme aller à Shanghai dans les années 90, c'est quand même un peu plus facile, surtout que Singapour c'est l'Asie pour les nuls, c'est assez simple, mais il se trouve qu'il y avait 17 marchés autour satellitaires dont je m'occupais. Pour nos 3 marques, le groupe Riedel, c'est Spiegelau et c'est Nartmann. Ouais. Et donc, occasion en or, qui s'est révélée être passionnante à tout point de vue. Professionnellement, c'est sûr. Culturellement, parce que voilà, une relation de business avec quelqu'un en Philippines, en Corée, en Chine, à Hong Kong, à Taïwan. Voilà, je faisais jusqu'à 3 pays par semaine, donc c'était un peu fou. J'avais compté en 2019. Juste avant le Covid, j'avais pris 120 décollages dans l'année, donc c'est vrai que mon empreinte carbone n'était pas très bonne. Mais il se trouve que c'était le quotidien de beaucoup de personnes à Singapour, dans le milieu du vin, parce qu'on habitait là par praticité, il faut le dire. C'est central, donc... Voilà, mais bon, c'est une dizaine de kilomètres de long, voilà, c'est très petit, c'était passionnant. Donc, grosse expérience à l'export avec la maison Riedel qui m'a fait confiance à l'époque. C'était quoi un petit peu, du coup, les différents marchés que tu gérais, et surtout, c'était quoi la maturité de Riedel sur ces marchés-là, à cette époque-là ? Alors, il y avait une maturité sur certains marchés voilà, il y avait plus de 30 ans d'histoire dans la distribution. Je pense à Hong Kong, je pense à Taïwan, je pense à Singapour, qui étaient des marchés très établis. Ouais, c'est assis, quoi. Voilà, la Chine et le Japon, qui sont 2 marchés dans lesquels on a nos propres filiales, avec nos bureaux, nos propres magasins, ce qu'on n'a pas en France, par exemple. Enfin, filiales, oui, mais pas magasins, pour l'instant. On croise les doigts ensemble, alors. Exactement. Et donc après, c'était alors soit des distributeurs qui étaient installés depuis très peu de temps, mais du coup avec un gros travail d'éducation, parce qu'il se trouve que il faut expliquer aux gens pourquoi le verre est important, en quoi la forme du verre va impacter la dégustation. Alors il se trouve que nous Français on n'est pas très bons là-dessus, à l'époque moi quand je suis parti, le niveau de la verrerie en France était bien moins intéressant que ce qui se passait en Asie, donc il y avait quand même des choses en Asie, on partait pas de zéro. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi plus facile avec un marché qui a un peu moins d'histoire avec le vin, de l'éduquer avec, à la dégustation avec les bons verres et avec le bon vin ? Bien sûr, il n'y a pas tout l'historique, le stéréotype, les clichés qu'importe le contenant pourvu qu'on ait l'ivresse, toutes ces choses-là, ça n'existait pas. Et puis finalement, il n'y avait pas aussi d'arrogance sur le sujet. C'est-à-dire que souvent on nous dit, moi tu sais, mon vin il est bon, qu'importe le verre. Ouais, enfin bon, c'est pas tout à fait vrai, on peut vite le prouver en faisant quelques petites dégustations rapides. Donc, non, l'Asie c'était vraiment, voilà, c'est 6 ans et demi, moi je pensais partir là-bas pour 2 ans, et au final on est resté un petit peu plus longtemps. Ma fille est née à Singapour, puis après le Covid est arrivé, donc là ça complexifie un petit peu les relations, parce que du coup on est resté 1 an et demi sans bouger sur l'île de Singapour. Ah oui, donc t'étais là-bas pendant cette période-là. Exactement. Okay. Et on a décidé de revenir en Europe. Il s'est révélé que ça a été la France, qui, entre-temps, une filiale s'était créée. Une filiale qui a été créée en 2016, donc qui est très récente. C'est encore un bébé, considérant le fait que la marque a plus de 300 ans d'histoire.
c'est tout récent. À l'échelle, c'est tout petit, oui, forcément. C'est tout petit. Je suis arrivé en fin de crise de Covid, on était encore chômage partiel, la restauration était encore fermée. Bon, c'était pas le moment le plus glamour de ma carrière. Ouais. Mais bon, mais en même temps, peut-être que ça s'éveillait déjà un petit peu plus qu'à Singapour, non? Ou ça avait déjà repris? Ouais, alors si, mais Singapour, en fait, entre-temps, il s'était barricadé, donc voilà, la vie avait repris à Singapour. En France, c'était encore un peu plus compliqué, parce que les vagues avaient toujours un petit peu de retard. Hein, ouais. Voilà. Mais bon, toujours est-il, c'est qu'on est rentré en France depuis, et ravi d'être aux manettes de cette filiale française. Ouais. Donc cette filiale très jeune, créée en 2016, finalement, on a aujourd'hui une position qui était espérée. Ouais. Et on a encore beaucoup de travail. C'est une marque aujourd'hui qui est très belle, tu l'as dit, marque familiale avec beaucoup d'histoire. Mais on a encore pas mal de retard, notamment sur certains sujets de distribution. Donc pour revenir un petit peu sur moi, écoute... belle passion déjà. Voilà, c'est passionné, je suis devenu un geek. C'est extrêmement compliqué pour moi de boire dans un verre qui n'est pas au niveau. Et je crois que tu as dit un mot intéressant en introduction qui était le mot accessoire, et ensuite tu as dit outil, je crois. Oui. Outil de dégustation. Et c'est vraiment comme ça qu'on voudrait en parler plutôt que verre, parce que verre c'est très générique. Oui. Voilà. Ça fait une super belle introduction, il y a plein de choses que tu as évoquées qui sont passionnantes. Moi j'ai repensé à deux choses un petit peu avant de passer uniquement sur Riedel, et je pense qu'on a plein de choses à dire là-dessus. Sur Gueuleton aujourd'hui, est-ce que t'es encore impliqué? Plus du tout? Ok. Alors je suis quasiment plus impliqué. Okay. C'est Vincent et Arthur, je passe le bonjour. Vincent surtout qui a créé le concept à la base, un projet étudiant avec moi, et Arthur qui l'a rejoint, qui a quitté son job d'expert comptable. Et à l'époque où Gueuleton, on n'était clairement pas en mesure de financer 3 personnes. Ouais. Et la base de Gueuleton, c'était un petit comptoir au marché couvert d'Agen. Donc voilà, c'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui. Et moi à l'époque j'étais à Singapour, donc il faut remettre les choses en contexte. En 2015, Gueuleton c'était seulement Vincent, et Arthur ensuite a rejoint l'aventure à temps plein. Donc voilà, ils ont été très très vite, ils ont fait un très joli travail. Encore une fois par passion, hein. Bien sûr, s'il y a un ça exemple, les anime un peu. Ah bah ouais. Ou beaucoup même. C'est d'ailleurs, je pense, une des seules raisons du succès, c'est le côté vrai et le côté passionné. Mais non, moi je suis plus... mais tu les vois encore Ah ouais. Okay. Ouais, bien sûr. Trop chouette. Vincent qui est mon témoin de mariage et un de mes meilleurs amis, donc oui, bien sûr. Génial. Moi je suis là pour manger et déguster. On est au bon endroit. Ouais. Trop chouette. Et deuxième chose, je me demandais un petit peu l'Union des Grands Crus. Je regardais un peu ton parcours, etc. Je voyais plus de 60 événements dans l'année. C'est quoi les événements de l'Union des Grands Crus? Alors il y a les primeurs bien sûr, mais il y a plein d'autres choses en fait. Alors l'Union des Grands Crus, c'est une association ouais. Qui regroupe les plus grands châteaux du Bordelais. Alors c'est une association qui fonctionne sur, et notamment des événements. Premier événement, c'est la campagne primeur. Bien sûr. Et en fait, l'Union des Grands Crus va être chargée de la promotion des vins du Bordelais. Donc la campagne primeur, c'est la mise en marché, la présentation du millésime. Et ensuite, il y a tout un tas de dégustations à l'international qui sont organisées en Asie, aux États-Unis, partout dans le monde, en Europe également. Et donc l'équipe de l'Union est à la responsabilité de tout cet aspect événementiel. Okay. Et il y a beaucoup de choses derrière ça, parce que ça implique d'envoyer des échantillons, d'organiser le voyage de 250 personnes. Bah oui, j'imagine. Ouais. Et puis surtout d'organiser des événements dans des pays que l'on ne connaît pas. Ah, c'est pratique ça. Voilà. Et moi je m'occupais à ce moment-là d'un événement qui s'appelle le Week-end des Grands Crus. D'accord. Qui avait destination à ouvrir l'image des Grands Crus du Bordelais aux jeunes et aux consommateurs de manière générale. Il y avait un public assez jeune, c'était en guerre 14, et moi j'avais la responsabilité de cet événement-là. Donc voilà, ils font un travail super d'ailleurs en ce moment pour justement sortir des clichés qu'on peut avoir sur les grands crus du Bordelais et montrer aujourd'hui ce qu'est Bordeaux à la nouvelle génération de Bordeaux. J'ai l'impression, mais c'est le tout début, qu'on commence un tout petit peu à sortir de cette phase de Bordeaux bashing. Ah bah il faudrait, ouais. Il faudrait. Non mais c'est vrai, on recommence à se dire juste pas Bordeaux, mais... plutôt celui-ci ou celui-là, enfin voilà, il y a une nouvelle approche un petit peu qui est un peu plus, je trouve,
Ouais. intelligible là-dessus, quoi. Mais bon. Tu as raison, et moi je crois qu'il y a quelque chose à noter, et encore on a fait l'expérience il n'y a pas très longtemps. Bordeaux, c'est les vins qu'il faut attendre. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Quand on goûte des très vieux Bordeaux, c'est très très bon. C'est des énormes terroirs. C'est juste que quand c'est jeune, c'est pas facile. Ouais. Voilà, je crois que nos palais sont pas habitués à ça, quoi. Oui, et puis il faut avoir de la patience, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il faut avoir la patience, il faut avoir du stockage. Alors après, il y a des vins qui sont faits et voulus pour être consommés dans leur jeunesse. Bien entendu. Et voilà. Mais le verre a aussi un impact, parce que souvent on boit Bordeaux dans les petits verres. Ouais, et ça ferme le vin. Ah bah ouais, bien sûr. Le Bordeaux a besoin d'espace. C'est des vins avec une structure tannique, une trame, et des épaisseurs on en parlera tout à l'heure, mais l'épaisseur de la peau du raisin fait que on a besoin d'espace dans le verre. Voilà. Ouais, tu me fais les transitions, c'est magnifique. On T'as va vu pouvoir passer sur Riedel. Je t'aide en même temps. Ah non, mais c'est parfait. Tu peux faire l'interviewé et l'intervieweur si tu veux. Moi, du coup, la transition étant toute faite, je te propose d'arriver sur la marque Riedel. Ouais. Avant même de commencer par ce qui a fait la renommée, peut-être, tu me diras si je me trompe, qui est notamment les verres à cépage de Riedel jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par l'histoire un peu de la marque, comment elle est née, où est-ce qu'elle est née? T'as combien de temps? Écoute, on a au moins encore plus d'une demi-heure devant nous. Bon, c'est bien. Si on peut parler d'autre chose que de l'histoire, c'est pas mal. Mais... Ouais, parce que l'histoire, elle est très longue. Maximilien Riedel, d'ailleurs, a fait beaucoup de travaux à ce sujet. D'accord. C'est une société qui a été fondée en 1756. C'est l'année de naissance de Mozart. Ok. Donc voilà, facile à retenir. Pour resituer, c'est il y a très longtemps, on a fêté les anniversaires, ça fait 10 ans que je suis dans la maison, et à chaque année, je me dis, c'est quand même assez incroyable. Il y a très peu de maisons aujourd'hui, particulièrement dans les arts de la table. Oui. Ce qui finalement est notre milieu, même si on est très catalogué vin, spiritueux, etc. Par notre savoir-faire, on fait partie des dernières sociétés où finalement la marque porte le nom de la famille. Et aujourd'hui, Maximilien Riedel et son père, Georges Riedel, sont aux mains de la société à 100%, société familiale, et gérée aussi par la famille. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, mon N plus 1 direct, c'est Maximilien. Et c'est assez confortable d'ailleurs, parce qu'on n'est pas du tout dans le corporate, où il y a des prises de décision qui prennent très longtemps, ça va très très vite. Pour revenir sur l'histoire de la maison, je vais essayer de skipper une grande partie, ce qui est en fait tout ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale. D'accord, ok. Pendant la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, la famille a complètement perdu l'outil de production, parti en camp de détention en Russie, enfin des histoires, voilà, j'en ai encore pour quelques heures si tu veux aller dans le détail. Mais pour faire court... On va garder la meilleure partie. Voilà, à Kufstein, on a un musée qui reprend, on va dire, tout ce que les Riedel ont fait. Et ça va dans tous les sens, des vitraux, donc on parlait à l'époque des fenêtres, des tubes cathodiques de télévision, du verre qui est utilisé dans les radars, voilà, donc il y a eu beaucoup d'innovations. Mais c'est vraiment dans les années 50, grâce à la famille Swarovski, que la famille Riedel a repris l'activité à Kufstein en Autriche, parce que la maison vient de l'Autriche, c'est à quelques encablures de la frontière allemande, c'est le Tyrol. D'accord. Et à côté de la station de ski de Kitzbühel. Voilà, okay. Si on a des gens qui sont skieurs qui nous écoutent, c'est à 25 minutes de la fameuse Streif, qui est hyper connue. Et donc c'est bucolique, c'est magnifique. Et cette usine de Kufstein, dans les années 50, a été dédiée à la production verrière, et en l'occurrence de verre à vin. Et c'est Klaus Riedel qui a découvert un petit peu par hasard, qui suivait le mouvement Bauhaus. Et le mouvement Bauhaus, à l'époque, l'idée c'était d'enlever la fioriture du verre, parce qu'il faut remettre les choses en contexte. Dans les années 50, l'art de la table, c'était le petit verre pour le vin, le grand verre pour l'eau. Je suis sûr que ça te rappelle des souvenirs de repas de famille. Ou, oui. Moi, voilà. Tu vois, c'est ce que je m'étais dit justement. Je pense qu'on va parler du fait que moi aussi, chez mes grands-parents, à un moment, je me suis dit, c'est quoi ces verres à vin? Voilà. Mais on a tous eu ça. Et c'est là où je vais toucher le point de l'histoire qui est passionnant et hyper intéressant. Et moi, c'est ça qui m'a marqué et qui me fait aussi garder la flamme après 10 ans. Et c'est assez rare parce que j'ai 33 ans et quand je regarde dans mon cercle d'amis, c'est quand même assez rare d'avoir des gens qui restent 10 ans pour la même société. On a tous un peu la bougeotte dans notre génération. Et il se trouve que fondamentalement, la famille Riedel, en arrivant avec ce fameux verre dont je parlais, donc sans fioriture, pas de couleur, pas du cristal taillé, et surtout une forme d'œuf, permettait au vin de s'exprimer. Et ça, ils s'en sont rendus compte avec un pinot noir à la base,
Ils étaient passionnés de vin, les Riedel, en l'occurrence Klaus Riedel, et grand dégustateur. Et il se trouve qu'en dégustant son pinot noir, il s'est rendu compte que le vin goûtait différemment. Intéressant. Oui. Mais il faut remettre les choses en contexte. À l'époque, le verre référentiel, c'était le verre avec la forme de V. Hein, Ouais. c'était 100% ouvert, pas sans du tout la tulipe. Et sans citer de marque. Des savoir-faire exceptionnels. Moi, je suis Laurent de naissance. La première marque qui me vient à l'esprit, c'est Baccarat, Ouais. Lalique, Bien Saint-Louis, qui ont un savoir-faire absolument génial. Mais il se trouve que le verre, à la base, était taillé pour être beau. Le petit verre pour le vin, rempli à ras-bord, très petite capacité. Et l'idée, c'était d'avoir un petit verre parce que le liquide était précieux et qu'il fallait aussi se resservir assez régulièrement pour pouvoir avoir l'occasion de servir son voisin. C'est l'histoire aussi de l'eau de choco pour le saké, qui est très petit, le plus petit possible, parce que l'idée, c'est de venir à chaque fois contenter son hôte, contenter son invité. Et voilà. Et donc, les Riedel sont arrivés avec un verre qui faisait quasiment 1 litre. Les journalistes l'ont appelé le bocal à poisson. Ça a fait rire les gens. Et ensuite, il l'a envoyé à plusieurs vignerons. À l'époque, c'était la famille Rothschild à Bordeaux. Et il se trouve qu'en goûtant Bordeaux, lui, il n'a pas du tout compris l'idée, parce que ça ne fonctionnait pas sur ses vins. D'accord. Et là, en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'existait pas un verre pour le vin, mais qu'il existait des verres pour les vins, en fonction de l'ADN. Alors, les cépages, c'est venu après. Donc, il y a eu un verre Bourgogne, qui s'est appelé Bourgogne Grand Cru. Après, il y a eu un verre Bordeaux Grand Cru. C'était quand même les 2 grandes régions Bien sûr, à l'époque. Hein, il fallait remettre les choses dans le référentiel. Hein. C'était pas du tout aussi mondialisé et les autres régions n'étaient pas du tout aussi développées, quoi. Exactement. Et puis bon, les premières régions à l'époque qui nous venaient à l'esprit, c'était ça. Et ensuite, Georges Riedel, je fasse un petit peu rapidement, là, j'appuie sur la marche rapide. Georges Riedel, donc son fils, qui est la 10e génération de la famille Riedel. 10e. Ça commence à faire. Lui a décuplé le concept en parcourant le monde. Moi j'ai des histoires incroyables, notamment sur Bordeaux, même dans la vallée du Rhône, où il se rappelle de lui en voiture avec ses échantillons dans le coffre. Donc il faut remettre les choses en contexte. Hein. Riedel, c'est une vieille maison avec une histoire de dingue, avec une philosophie superbe, mais c'est récent dans son approche de verre à vin par cépage. Donc là, c'est les années 70, où Georges Riedel va finalement parcourir le monde à la rencontre des vignerons pour aller choisir le verre adapté aux différents cépages. Ça a donné naissance à un verre pour la Syrah, Vallée du Rhône à l'époque, avec plein de beaux vignerons, la famille Guigal, il y avait tout un tas de vignerons dont je ne vais pas tous citer le nom, mais c'était pléthorique. Hein. L'idée, c'était d'avoir plusieurs vignerons, un seul cépage, plusieurs millésimes, et d'aller chercher la forme du verre la plus adaptée. Alors ça s'est pas fait en 2 jours, hein. Ça a pris des années, il y a eu des workshops qui ont été faits, des ateliers de dégustation, ça se résume à avoir une vingtaine de verres par personne, et on va venir goûter différents vins, et c'est très empirique, on va décider à main levée, donc quel verre on préfère, les différents vins. Et là tu vois, ça m'évoque tout de suite 2 choses, je me dis, mais heureusement que c'est une société familiale, parce qu'il faut de l'investissement et du temps, voilà, et on n'a pas le choix, quoi. Et deuxième chose, heureusement qu'il y a la passion, quoi. Enfin, on est obligé d'être passionné, on peut pas aller faire le tour du monde entier avec 15 verres dans les bagages en se disant, bon allez, et on va faire des dégustations à chaque fois, et on repart de zéro. Et puis il faut pas avoir peur, parce qu'au début, il faut remettre les choses en contexte, les gens le prenaient pour un fou, pour ainsi dire. Hein. J'ai une histoire assez drôle, c'est une dégustation à Harrods, à Londres, avec Monsieur Mondavi, qui apprend que Georges Riedel vient présenter ses verres au même titre que lui vient présenter ses vins. Et donc, pas du tout intéressé par la question. Il était presque en train de se faire virer de la salle. Et il se trouve qu'à la fin de la dégustation, encore une fois, je te passe les détails, standing ovation pour Georges Riedel, et depuis, Robert Mondavi est devenu un grand ami de la famille, et c'est aussi grâce à certains vignerons, je pense à Angelo Gaia en Italie et d'autres aussi en France, qui ont permis finalement l'essor de la crédibilité du concept, parce qu'aujourd'hui aller dire aux gens que le vin va révéler plus ou moins les vins, enfin révéler ou ne pas révéler les vins, bien sûr, à l'époque c'était quand même assez conceptuel. Après il se trouve que dégustation ça prend 5 minutes, hein. Oui, mais convaincre tous les amateurs de vin, et dans des pays qui sont aussi consommateurs avec une histoire, et comme tu dis, des us et coutumes aussi, ce fait de partager en disant bah voilà, on va se servir, on met des petits verres à vin, c'est des générations, et puis il faut des générations aussi pour convertir entre guillemets, quoi. Donc, et concrètement, tu vois, ce verre là qui est tout récent, il y a beaucoup de verres sur le marché qui peuvent y ressembler.
Mais il se trouve que c'est les travaux de la famille Riedel qui ont donné naissance au verre à vin moderne que l'on connaît aujourd'hui. Donc moi j'aime bien dire, des fois, on devrait mettre The Original Wine Glass Company, quoi. Et donc tout ça, c'est années 70. La première collection mécanique, donc faite à la machine de Riedel, c'est 1986. Ok. Parce qu'à l'époque, c'était quand même très niche, hein, c'était du soufflet-bouche, donc voilà, avec une production qui est certes extrêmement qualitative, et voilà, mais c'est très limité, hein, c'est quelques souffleurs qui font quelques verres. Et donc le mécanique arrivant en 86, ça a donné naissance à la collection Vinum. Et puis ensuite, après, ça a été dupliqué, avec surtout différentes formes de verres. Les formes de verres ont évolué aussi, hein, les vins ont évolué. Ouais. Il y a les vins du Nouveau Monde qui sont apparus, donc on a eu des collections pour les vins du Nouveau Monde, pour les vins de l'Ancien Monde, parce qu'on ne pouvait pas dire c'est un verre à Pinot Noir, oui, mais bon, le Pinot Noir, en fonction des régions, des terroirs, c'est quand même des vins qui peuvent être fondamentalement différents. Donc tout ça a pris du temps. Pour donner naissance à l'ADN de la maison, qui est aujourd'hui du verre à vin adapté aux différents cépages. Après, il y a pas mal de compromis. Oui, hein. bien sûr, ouais, j'imagine. Mais c'est vrai est-ce qu'il n'y a pas mieux pour faire adouber, on va dire, un verre à vin que les personnes qui le produisent, donc aller voir tous ces vignerons, etc. C'était quand même une démarche qui était ultra pertinente. Facile de le dire maintenant avec le recul qu'on a. Facile de le dire, et surtout, il a fallu pas mal d'efforts, parce que je vis, il y a des histoires incroyables à Bordeaux, où il se rappelle de Georges Riedel qui avait fait la route avec sa voiture, remplie d'échantillons, se présenter à partir de rien, quoi. Donc aujourd'hui, on a des équipes, on a des distributeurs, mais c'est pas le cas, quoi. Et petite question, justement, tu parles soufflet-bouche mécanique. Est-ce qu'il y a une différence à la dégustation aujourd'hui ? Aucune. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez même avoir un verre à vin sans pied, ça fonctionnera tout aussi bien. Le soufflet-bouche a toujours le charme du fait à la main. Bien sûr. Nous, on en fait encore beaucoup, mais on conserve, on va dire, ce savoir-faire pour les produits à forte valeur ajoutée. Je m'explique, carafe, carafes soufflet-bouche, c'est des choses qu'on ne pourra jamais faire à la machine, parce que des formes trop complexes. On a des très belles carafes mécaniques, mais la carafe Amadeo, par exemple, alors je ne l'ai pas avec moi, mais Amadeo d'ailleurs pour le nom de Amadeus Mozart. Ouais, du coup. Bouclé. Et ces carafes-là, on ne pourra jamais les mécaniser. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est tout ce qui est verre avec des pieds de couleur. On s'amuse pas mal avec c'est l'esthétisme là qui revient un peu. Ouais, et puis quelque part l'art de la table, le plaisir de faire une jolie table. Toutes ces choses-là, on va conserver un savoir-faire soufflet-bouche, fait à la main, fabriqué dans notre usine de Kufstein. Mais c'est 1% aujourd'hui du volume qui est produit par la maison. D'accord. Et on s'en cache pas, c'est une réalité. Aujourd'hui, l'avenir du verre, ça reste quand même le mécanique. Et notamment quand on voit le niveau d'exécution que l'on arrive à obtenir mécaniquement, on a assez peu de raisons aujourd'hui, en tout cas de raisons pour la dégustation, qui ferait que le verre serait supérieur ou pas. Ouais, la question c'était ça. Hein. Oui, la performance, quoi, on va dire. La performance, en fait, elle est plutôt atteinte avec un verre mécanique, puisque chaque verre est identique. Le problème du soufflet-bouche, c'est quand on sait que l'impact du verre, c'est la taille, la forme et la largeur, l'ouverture au buvant, pardon, le soufflet-bouche ne permet pas d'avoir des buvants tous identiques. Il y a à chaque fois quelques millimètres de différence. Et quand on fait nos dégustations comparatives, il se trouve que bien souvent, dans les deuxièmes rounds de dégustation, dans les troisièmes rounds de dégustation, il se trouve que 2 ou 3 mm d'ouverture au buvant peut dramatiquement changer l'expérience de dégustation. Ouais, ça paraît fou. Ça paraît fou. On a un verre pour le saké, par exemple. Quand mon collègue japonais me l'a présenté, j'étais là, c'est le verre Vinum Riesling, je le connais. Il me dit non, tu vas voir. Bon, côte à côte, on voit qu'il y a une différence. Ouais. Mais surtout à la dégustation. Et d'ailleurs, il faisait partie du line-up de dégustation dans nos masterclass. Hein. On mettait le verre qui ressemble quasiment comme deux gouttes d'eau. Même nous, chez Riedel, on a du mal à les séparer. Donc, tout ça pour dire que le soufflet-bouche aujourd'hui ne permettait pas tout ça. Donc c'est vrai que Maximilien a toujours essayé de mettre pas mal de pression sur les ingénieurs, ce qui donne naissance à l'innovation. Hein. Aujourd'hui, innover dans le monde du verre, c'est pas facile. Oui, bien sûr. Parce qu'in fine, si tu vas au musée à Kufstein, tu verras que quelque part, tout ce qui est aujourd'hui présenté comme étant des nouveautés a déjà été exécuté dans le passé par Riedel, par une génération ou une autre.
Alors peut-être pas dans le pressé, parce que dans le pressé, il y a moins de limites. Hein. Le pressé, on peut faire du décor, donc là, pour le coup, pas mal de choses possibles. Ouais, c'est infini, on va dire, quasiment. Ouais, après, dans le verre à vin, en soi, c'est quand même, il y a des similitudes entre pas mal de choses. Donc là, on revient à l'esthétisme qui est aussi un facteur important parce que ce côté plaisir esthétique sur la table, il existe aussi, quoi. Il existe, mais nous, par contre, on est assez fous, et on l'assume, pour dire qu'on ne fera jamais de compromis pour faire un verre beau. Bien sûr. On fera toujours un verre efficace sur la dégustation. Et d'ailleurs, quand tu prends notre catalogue, l'intégralité de nos verres, à part quelques verres à eau et à cocktail, ont été faits, pensés, réalisés et produits pour le vin, et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart de nos confrères, c'est pour ça que je disais un verre à vin versus un outil de dégustation, c'est différent. Ouais. On va prendre, je sais pas, un design sympa, et ensuite ils vont appeler l'équipe marketing, voilà, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, ça va être le verre Bordeaux, là, ça va être le verre Bourgogne, celui-là, on va l'appeler universel, etc., etc. C'est une approche, mais c'est pas la nôtre. Nous, notre approche est réellement, dans l'intégralité de nos collections, sans exception, de faire les verres pour le vin, donc d'aller chercher la forme adaptée aux différents cépages. Par exemple, ce verre, c'est un verre adapté pour les Riesling. Pas que. Bien sûr, non, on peut boire autre chose, mais c'est le plus adapté pour les Riesling. Exactement. Ouais. Celui-ci, c'est le Pinot Noir, et ensuite le Cabernet, par exemple. Mais ça, c'est vraiment important. Et moi, d'ailleurs, pour te donner un bon moyen de comparaison, c'est pas facile souvent de vulgariser un petit peu notre sujet, parce que souvent, il faut expliquer à Riedel en 1 minute un consommateur qui va être devant 50 verres différents, et lui expliquer pourquoi il lui faut celui-ci. C'est comme les personnes qui aiment la musique. T'aimes bien la musique ? Ouais. Bon. Et ben même là, tu vois, par exemple, on a un micro aujourd'hui qui tient la route. Quand on écoute la musique, ta musique préférée, par exemple, si je te la fais écouter dans un studio d'enregistrement Ouais, bien sûr. magnifique, ou dans ton casque dernier cri avec annulation du bruit extérieur, etc., ça va être génial. La même musique, classe éco, en avion, on a oublié nos écouteurs, les petits trucs qui vous distribuent, pas du tout la même expérience. Ça c'est sûr. D'accord ? Pour le vin, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, on le dit souvent, on est finalement je sais pas, le système sonore du vin, et c'est une belle analogie. C'est aussi une autre analogie que j'aime bien utiliser, c'est quelqu'un qui achète une voiture de sport et qui oublie de mettre les pneus adaptés. Bon, ben, on va assez vite... Ouais. Oui, la voiture de sport étant le vin et le... C'est exactement. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète une bouteille de vin, c'est finalement un investissement. On va toujours se dire, ben voilà, je vais choisir ce vin. Alors, il y a le plaisir, il y a tout ça, hein, mais quelque part, un consommateur, et c'est ce dont on parle, et tu vends du vin d'ailleurs, il y a un sujet aussi qui est important, c'est que souvent le consommateur, il ne faut pas l'oublier, parce in fine, le vigneron produit un vin pour être consommé par quelqu'un dans le monde qui va décider d'ouvrir sa bouteille. Bien sûr. Et l'idée, c'est d'avoir le moins de différence entre l'attente du consommateur et ce qu'a voulu faire le vigneron. Typiquement, j'achète un grand vin de Bourgogne, j'ai plein d'attentes dans mon cerveau. Ouais, bah bien sûr. J'ai des choses que je vais imaginer presque. Imaginer. Voilà. Projeter, je me dis. Donc quelque part, il y a tel niveau de plaisir presque, on va dire. Exactement. Et donc quelque part, cette notion de retour sur investissement, j'ai décidé d'investir dans potentiellement la qualité parce que le millésime est super, parce que je connais les vignerons, plein de choses. Ça peut être ruiné, mais alors complètement ruiné, par avoir simplement fait un mauvais choix de verret. Et souvent, malheureusement, il se trouve qu'on n'a pas l'occasion de se plaindre du verre. On se plaint toujours du vin. Ah oui, mais bon, là, c'est peut-être un peu chaud, le millésime, c'est pas terrible. Ah, la conservation, il doit y avoir un truc, etc., etc. Mais on se plaint pas du verre parce qu'on n'a pas le choix. Bien sûr. On est obligé de déguster dans le verre qu'on va vous donner. Si vous êtes au restaurant, alors il n'y a que moi j'arrive avec mes verres. Mais bon, blague à part. Oui, forcément. Mais oui, il est un petit peu imposé alors que la bouteille est choisie. Mais c'est justement, tu vois, là tu reprends un élément, c'est tu parles de monsieur tout le monde qui achète du vin, quasiment, d'une certaine manière. C'est fait avec des grands vignerons, des grands dégustateurs. Pour autant, est-ce que vous avez déjà testé avec monsieur et madame tout le monde pour voir s'ils percevaient les différences ? Monsieur et madame tout le monde, aujourd'hui, c'est hyper important. Ouais. Hyper important. D'ailleurs, on est tous les deux professionnels du vin. Enfin, en l'occurrence, moi de la verrerie et toi du vin, mais il se trouve que c'est quand même le même écosystème. Et il se trouve que je pense qu'il faut qu'on s'en rappelle, on parle aux consommateurs. Bien sûr. Que ce soit
le vigneron qui vend à la restauration, in fine, c'est pas le restaurateur qui va boire les bouteilles, c'est le consommateur. Donc pour moi, le consommateur, il est clé dans l'équation. Pour répondre à ta question, au sujet de Monsieur Tout-le-Monde, on fait à peu près 45 000 personnes dans nos masterclass qui vont faire un atelier de dégustation comparatif, ce qu'on appelle les Riedel Experience. Alors beaucoup par Maximilien Riedel. D'ailleurs, si vous avez Instagram, je vous invite à le suivre, c'est assez rigolo. Non, et puis franchement, les images sont incroyables. On voit aussi dans les usines, il y a quand même plein de choses super chouettes à voir. Il dépoussière un petit peu le sujet parce que c'est pas facile. Oui, j'imagine, oui. C'est pas facile de parler de verre régulièrement et voilà, d'innover. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ces masterclass que l'on fait, que je fais, c'est tout simplement un format rapide de 4 verres de dégustation, 4 vins. Et on va pendant 1 heure goûter ces 4 vins dans 4 verres différents. Donc c'est hyper pragmatique. Voilà, vous rentrez forcément sceptique, et c'est ça qui est rigolo, c'est que les gens arrivent en se disant c'est top, Riedel, je connais, etc. Mais finalement, il y a beaucoup de gens qui connaissent Riedel, mais qui n'ont pas forcément idée du concept qu'il y a derrière. C'est devenu un petit peu comme le scotch, voilà, j'ai un Riedel à la maison. Il se trouve que l'ADN de la marque est le verre par cépage. Il y a beaucoup de nos clients qui ne la connaissent pas vraiment. Et ces masterclass, c'est génial parce qu'en général, on en sort chamboulé, quoi. Il y a des gens qui se disent, mais c'est dingue, quoi. J'ai bu des grands vins et je suis potentiellement passé à côté de beaucoup de choses. Ouais, souvent, en fait, c'est ça aussi. C'est ça. Le grand problème derrière, c'est on ouvre une belle bouteille et en fait, si j'ai pas le bon verre, le plaisir va être quand même aussi bien moindre d'une certaine manière. Ça nous est tous arrivé, je pense, d'ouvrir des bouteilles en se disant... c'est fermé, il y a beaucoup d'acidité, les talins sont durs, enfin tu vois, on l'a tous eu. Et en fait, tout ça, c'est exactement ce que tu vas dire quand tu goûtes le vin dans différents verres. Et il n'y a pas besoin d'être pro, il n'y a pas besoin d'être sommelier, il n'y a pas besoin d'être vigneron pour comprendre ça. On va faire référence à des choses très simples. Toucher de bouche, l'acidité, l'amertume, le fruité, la minéralité, les tanins, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est génial. Alors là, malheureusement, dans le cadre d'un podcast, on peut pas faire cette dégustation comparative, mais je vous invite à le faire si vous avez l'occasion, parce que c'est vraiment une manière simple, évidente, ça vous prend 1 heure, de comprendre ce que Riedel est. On est arrivé à un moment, du coup, avec Victor, où il m'a dit, alors là, on peut pas déguster. Mais si, on peut déguster. Et je me suis dit, c'est trop bête de pas faire l'expérience là, maintenant, tout de suite, donc je suis allé chercher une très jolie bouteille de Jean Feuillard, son fleuri, en 2021. Et du coup, on s'est dit que c'était quand même pas mal d'essayer de montrer un petit peu l'utilité de tout ça. Bien sûr. De tout ce discours, on va dire. Tu as dit que tu voulais essayer peut-être de guider la dégustation pour aussi nos auditeurs, si demain ils expérimentent Riedel ou d'autres verres, peut-être. Bah oui, et puis c'est une bouteille que je connais bien. Alors je l'ai pas choisie parce que c'est toi qui voilà. Il se trouve que le vigneron était hier au salon du vin de mes amis, donc coïncidence. Toujours est-il, c'est que moi j'ai un petit peu le nez bouché aujourd'hui, donc je vais passer mon tour sur la dégustation. Je vais essayer de te guider un petit peu dans ce qui se passe dans ces fameuses masterclass. On parlait tout à l'heure, je te disais 4 vins, 4 verres, et on va finalement venir comparer l'expérience de dégustation entre 4 verres. D'ailleurs, je vais même rajouter ce verre-là. Oui, bien sûr. Qui se révélerait probablement être un verre assez générique. Très bon pour un champagne, très bon pour un Riesling et tout ce qui est vin blanc sans élevage en barrique. Et ce qui serait intéressant, Nicolas, c'est que tu me donnes ton avis au nez, dans un premier temps. C'est important de décortiquer la dégustation. Voilà, ton expérience de dégustation, je ne vais pas t'en dire plus. Je t'invite à commencer par le premier verre. Celui-ci ? Qui est le verre adapté. Ok. Mais c'est toi qui me diras si ça se vérifie. Exactement. Alors, il ne faut pas avoir peur quand on a un verre à vin. Souvent, on dit souvent à nos clients attention de ne pas trop les remplir, parce que les Riedel sont assez volumétriques. En revanche, l'inconvénient, c'est de temps en temps de vraiment aviner les parois du verre. Il ne faut pas avoir peur de venir aviner tout ça. Donc là, si tu veux, au nez, on a ce côté très floral, fruit rouge, très expressif sur le fruit. Oui, je trouve que on a quelque chose d'assez ouvert déjà, directement, en fait, grâce au verre, assez expressif. Ce qui peut ne pas forcément être le cas, puisqu'on a aussi d'ailleurs une bouteille qu'on vient d'ouvrir tout juste. Donc ça, et 2021, c'est un bébé, c'est un bébé.
Est-ce que ça intéresse peut-être de faire le nez d'abord de chacun et ensuite de passer à la dégustation? Exactement, c'est vraiment ça, tu as raison, il faut décortiquer. Et là, l'idée, c'est de prendre ce verre magnifique de la collection Vélos, qui est celui d'ailleurs en général, un consommateur qui se retrouve devant un linéaire, il va choisir le verre Cabernet, et il se trouve que c'est le verre le moins polyvalent de tous. Parfait. C'est parfait. D'où l'importance d'être guidé un petit peu dans ce... Il faut être guidé, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire la démarche de venir dans les dégustations. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves avec... Alors, ouais, vous pourrez croire que je veux pas vexer notre hôte, mais sincèrement, il y a une différence qui est assez impressionnante. On a quelque chose de très expressif, assez ouvert, fin, porté sur la fraîcheur. Et là, d'un coup, on a quelque chose d'un peu plus fermé, un peu plus presque terne. On se dit, bah, en fait... sauf que si j'avais pas dégusté senti avec le premier, j'aurais jamais pu aussi savoir qu'avec ce deuxième, ça a quelque chose de moins... Le vin est absent dans le verre Cabernet. On a vraiment pas la taille critique, on va dire, pour l'apprécier. Et là, le verre que tu as, alors c'est le verre que je préfère. Ouais. Toute marque confondue du groupe, c'est le verre Vélos Riesling, qui est le verre, si on devait en avoir un à la maison, c'est celui-là. Parce que si on parle à des particuliers, on n'a pas tous l'espace pour avoir... ça, c'est un argument qu'on nous cite souvent, et ce que je dis régulièrement, c'est mais prends-en un déjà pour commencer, et ensuite vas-y en fonction de ton appétence, tu vois. On a tous nos régions de prédilection, coup de cœur, ou en tout cas des styles de vin que l'on va préférer. Et petit à petit, là, tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment l'entre-deux, en fait, c'est marrant. C'est un entre-deux. C'est-à-dire que bien sûr qu'on ne sent pas aussi bien qu'avec le verre Pinot Noir, mais n'empêche qu'il y a quand même une certaine ouverture par rapport au Cabernet. C'est ça. Et c'est vraiment flagrant de faire ça. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est marrant, c'est que là, on a des verres adaptés et on a un verre pas universel, mais qui est le plus adapté pour un large choix. Si tu me posais la question, je te dirais, j'aime pas le mot universel parce qu'il n'en existe pas, mais il faut quand même imaginer que forcément en restauration et à la maison, on a souvent tendance à avoir un verre que l'on sort plus que les autres. Bien sûr. Et donc c'est un verre qui fonctionne pas trop mal, mais encore une fois, tu perds beaucoup d'informations versus les deux autres verres. Là, on est au nez. Ça te paraît logique. Tu vois, plus ou moins fermé. Je te disais tout à l'heure, c'est la forme du verre, la taille du verre et le diamètre au buvant. Le diamètre du buvant, c'est tout simplement l'ouverture au-dessus. Et là, si je te dis que la bouche va changer, la texture du vin, la longueur, etc., ça paraît plus difficile à imaginer. Je le sais parce que c'est souvent le moment où les gens nous regardent en disant « Oh là là, ça me paraît très conceptuel cette histoire. » Bien sûr, oui. Et là, je t'invite à le faire. Alors, commence peut-être par le verre Pinot Noir pour se dire qu'on commence par le verre adapté. Et je t'invite à analyser finalement l'acidité du vin. Souvent sur ce type de cépage, on a l'acidité qui est pas un gros mot dans l'univers du vin, qui est plutôt positive, mais souvent qui peut être dérangeante. On parlait de l'Asie tout à l'heure, mais tu vois, en ayant passé beaucoup de temps en Asie, il se trouve que les grands vins de Bourgogne et les champagnes, avec des forts niveaux d'acidité, que l'on apprécie, nous, aficionados de vin, il se trouve que c'est pas quelque chose qui est facile à gérer pour quelqu'un qui débute. Ouais. Souvent, c'est plus facile d'aller vers le vin bien charpenté, facile de compréhension. La bouche est top, tu reconnais le vin que tu as en tête? Ouais, clairement. Et oui, puis c'est expressif. L'acidité, il y a une belle fraîcheur, mais c'est aussi le style du vin. Je trouve qu'elle est agréable. Ouais. Elle tient le vin, mais on la sent de manière... ce qui est assez marrant, c'est que j'ai l'impression de la sentir un peu tout le long. On va dire, voilà. C'est une belle fraîcheur qui est une ligne directrice. T'as une belle longueur. Ouais, c'est ça. Pas trop l'acidité. Finalement, si tu prends la petite fiche Excel, là, tu vois, avec la petite araignée, on est sur un truc qui est bien équilibré. Je crois qu'il y a un mot, c'est qu'un Riedel, il doit aller chercher de l'équilibre dans les vins. On va pas changer le vin. On n'est pas magicien, ça se saurait, hein, ce serait miraculeux. Chacun son boulot. Ce serait boulot. miraculeux. Nous, on vient pas changer le travail du vigneron, au contraire, on vient juste le transmettre sous son meilleur jour. Il y a souvent des gens qui disent oui, mais un verre Riedel, ça va faire ressortir les défauts. Absolument pas. C'est pas du tout l'objectif. Ok, d'accord, oui. Et s'il y en avait, à la rigueur, ce serait intéressant de les cacher. Et moi, je fais pas partie de ceux qui se disent ah oui, moi j'aime bien avoir les défauts du vin. Non. Ça, à la rigueur, le vigneron. C'est pas un plaisir, on va dire.
c'est pas un plaisir. Ça peut être intéressant pour le vigneron d'aller chercher les choses qui peuvent être... alors je sais pas si c'est des défauts, mais déconcertantes pour le consommateur. En revanche, le consommateur, quand on ouvre une bouteille, l'idée c'est d'avoir du plaisir. Et ça, c'est notre objectif chez Riedel. Et le plaisir, pour moi, il se caractérise par l'équilibre du vin. Ouais. Entre l'acidité, la minéralité, le tanin et le fruit. S'il n'y a pas de fruits, c'est pas intéressant. S'il n'y a pas de minéralité, voilà. C'est un peu moins, oui. Voilà. Et après, s'il n'y a pas ces structures, des fois, ça paraît un petit peu dilué et pas très intéressant. Donc là, l'objectif, c'est maintenant d'aller vers le verre Cabernet. Ce très beau verre. Oui, qui esthétiquement est très joli, mais du coup... C'est très joli. C'est très joli. La structure en bouche a changé, quoi. J'ai plus l'acidité tout le long, enfin j'ai plus la fraîcheur qui me guidait un peu tout le long. C'est un peu bizarre, mais la forme en bouche est très différente, quoi. Les textures, la longueur, il y a pas mal de paramètres qui changent, quoi. Ça s'arrête avec un point d'exclamation, quoi. T'as pas... Ouais. T'as pas ce petit parfum. C'est génial parce que, tu vois, bon, je suis un adepte de prendre le bon verre avec le bon vin, parce que j'en suis persuadé. J'ai fait souvent l'expérience... Je vais essayer de te piéger. Hein. J'ai souvent fait l'expérience de faire sentir avec différents verres. Et c'est vrai que le toucher de bouche, c'est pas quelque chose que j'ai posé en disant, vous allez voir, même en bouche, ça va changer. Et ça, je trouve ça assez intéressant. C'est fondamental, et tout à l'heure on parlait de spiritueux quand on est arrivé. Pour les spirites, c'est hyper important. Je veux dire, souvent les dégustateurs de spiritueux vont même pas en bouche. Donc le nez est hyper important. Et il se trouve que un verre Riedel a toujours pour vocation de révéler le vin sous son meilleur jour au nez et en bouche. Bien sûr. On a tous des sensibilités différentes. Alors là, aujourd'hui, je pourrais pas te... Ta sensibilité est un peu amoindrie. Je pourrais pas te parler de grand-chose sur le nez, mais il se trouve qu'on a tous des niveaux d'identification des arômes qui varient. Hein. Il y a ce qu'ils appellent les super testeurs. Ouais. T'as dû voir ces trucs-là. Mais il se trouve qu'il y a un point sur lequel on est tous d'accord, c'est le toucher de bouche dont tu vas parler. La longueur, le toucher, la texture finalement. Et ça, c'est aussi ce qu'un Riedel va essayer de soigner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les 3 verres que tu as devant toi, on peut couvrir déjà beaucoup de choses. Oui, c'est-à-dire que si on n'en a qu'un seul, celui-ci est idéal. Ces 3-là ensemble, on couvre déjà une gamme qui est assez impressionnante. C'est ça. Aujourd'hui, si tu veux, si on devait simplifier pour quelqu'un qui souhaite s'équiper, c'est le verre Riesling sur tous les blancs et les champagnes. Et ensuite, le verre Syrah. Alors que j'ai pas là aujourd'hui, évidemment, c'est toujours le verre dont on parle et qu'on n'a pas, qui est le verre le plus polyvalent sur les rouges. D'accord. Ça, c'est le début d'une collection Riedel. Et après, évidemment, il faut aller sur les différents verres adaptés au vin qu'on apprécie. Et si on aime la Bourgogne, c'est pareil, il y a souvent le sujet du verre à Bourgogne. Mais il n'y a pas de verre à Bourgogne. Parce qu'en Bourgogne, il y a du chardonnay et du pinot noir, ce qui a à peu près rien à voir en dégustation. Et un verre pinot noir pour le chardonnay est souvent abominable et vice versa. Ouais. Le verre chardonnay qui est ici, qui est le même verre. Hein. Ouais. Hop là, le jumelé, qui est le même verre, mais la différence c'est qu'il est coupé différemment. Ah oui, clairement, oui. Là, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement transvaser. De faire. Et alors, ce qui est génial, tu vois, c'est que j'ai l'impression qu'en plus, il y a le petit bruit, même au micro, là, des petits tickling. Voilà, exactement, qui est toujours assez agréable parce que ça, c'est le cristal. C'est un peu une mélodie, quoi. Aussi, ça fait partie du charme de ces verres. Il y a une chose aussi dont on est très fiers. Oula, oui, c'est ça. Donc on est très très fiers parce que c'est quelque chose qui de nos jours est assez rare, c'est que les verres sont en cristal, mais c'est pas ça la fierté, c'est qu'on les produit. C'est-à-dire que Riedel, c'est non seulement une maison, une marque, tu l'as dit, c'est pas un gros mot de dire que c'est une marque. Non, ça permet d'identifier d'ailleurs. Exactement, mais derrière cette marque, cette identité, il y a aussi des usines. Et les usines dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit le soufflet-bouche, le mécanique, on est aujourd'hui fabricant. Okay. Fabricant de verre, mécanique et soufflet-bouche dans nos usines allemandes. Et ça, on en est très très fiers parce que c'est devenu extrêmement rare sur le marché du verre d'avoir des verriers qui produisent leur verre. Et donc, attends, oui. Donc là, on est en train de te faire goûter un fleuri qui est du gamay dans un verre qui est quelque part le verre Bourgogne, le verre ballon.
Oui. Aujourd'hui, le verre traditionnel, alors, tout à l'heure je parlais d'Alsace en introduction en parlant de mes origines, le verre avec le pied vert, la flûte à champagne, tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont purement traditionnelles. Et là, pour le coup, on est quelque part dans cette tradition de boire un vin dans le verre Bourgogne. Si tu demandes à quelqu'un aujourd'hui de te dessiner un verre Bourgogne, ça va ressembler à peu près à ça. Peut-être un peu plus arrondi, parce que cette collection-là a des formes assez modernes. Et là, ce que je t'invite à faire, Nicolas, c'est de déguster ce magnifique fleuri dans un verre qui n'est pas adapté. Mais je te laisse commenter, encore une fois. Non, mais... Rien qu'à ta tête, je pense savoir ce qui se passe, mais... Ouais, je sens rien. Rien, c'est un bien grand mot, mais ça a tellement rien à voir, c'est un peu choquant. Je me dis juste, j'espère qu'il n'y a pas grand monde qui essaye à l'inverse, voilà quoi. Parce que c'est vrai qu'on a deux verres qui ont un rendu, mais radicalement différent, dans le sens où il y en a un où c'est un vrai parfum, un bouquet, quelque chose d'extrêmement agréable, de complet, on va dire. Et là, c'est quelque chose d'absent, quoi. Enfin, genre, tu te souviens tout à l'heure, tu sais, quand on parlait de souffle-à-bouche mécanique, où je te disais que quelques millimètres en plus ou en moins, ça joue. Voilà, ouais. C'est l'ouverture du verre, quoi. Alors là, c'est peut-être un peu dans l'extrême. Ouais, il y a 1 centimètre de différence, un peu plus. Mais pour ceux qui regarderont la vidéo, voilà, vous aurez le visuel à peu près. Ouais, alors c'est peut-être pas facile à voir, mais c'est vraiment coupé au laser en chaîne de production. C'est le même moule, ce qui est assez pratique d'un point de vue industriel. Mais c'est pas la raison pour laquelle ça s'est fait. Et il se trouve que à la dégustation, tu vois, tu as un vin qui est complètement dilué au nez, en bouche, une très forte acidité. Et voilà, en quelques minutes, une approche très rapide de ce qu'est Riedel. Après, ça fonctionne aussi. J'ai deux choses. Ah oui, sur les spiritueux, tu voulais en parler? Ouais. Alors, écoute, je parle de ce que tu veux. Tu sais, là, je suis là pour discuter. Alors, Non, moi, il y avait deux choses dont je voulais vraiment absolument parler. Il y a une partie qui est sur le champagne, voilà, parce que je pense que c'est assez important aussi d'éduquer à ce niveau-là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait de vraiment décanter le vin. Il y a différentes peut-être pensées ou quoi que ce soit. J'aimerais que tu puisses me parler de la partie aussi carafe que vous faites, qui est un univers incroyable, qui est sûrement d'ailleurs le plus impressionnant dans les méthodes d'élaboration quand on voit les vidéos, mais voilà, il y a un sens aussi derrière tout ça, quoi. Alors c'est sympa de poser la question, parce qu'effectivement on fait des verres à vin de manière très pointue. Voilà, on va chercher le verre adapté, comme je te l'ai expliqué, aux différents cépages. Pour les carafes, là pour le coup on va dans la partie fun de notre métier. Je dis pas que le reste n'est pas fun, mais on va laisser libre cours à notre imagination. Et là pour le coup, si je t'explique qu'il y a une carafe pour la Syrah et une carafe pour le Pinot Noir, etc., je pense que je serais pas très crédible. Okay. Et il est évidemment absolument abominable d'essayer de faire croire ce genre de choses. On peut décanter, on peut carafer un vin dans une cocotte minute, ça fonctionne. Le but c'est de l'ouvrir, quoi. Quand on n'en a pas, c'est tout à fait adapté. Le but c'est de mettre en contact le vin. Ne faites pas chauffer la cocotte minute. Oui, ça c'est sûr. Attention. Ça c'est sûr. Et puis le métal, c'est pas terrible pour l'oxydation. Mais c'est pas le bon exemple, mais bon, on a compris. Oui, l'idée c'est d'avoir n'importe quel récipient, ça fonctionne. C'est de mettre en contact le vin avec l'air. Et en général, c'est pour faire tout l'inverse de ce qu'on veut faire, c'est de vieillir plus rapidement. Hein, c'est à peu près ça, parce que souvent les vins sont consommés très très jeunes. Alors, c'est marrant parce que dans ta question, il y avait deux mots, décanté et carafé. Oui. Et en anglais, le mot carafe n'existe pas réellement, c'est decanter. Et moi, je pars du principe déjà que rien que la traduction en français est complexe, parce que si on va sur notre site web, j'arrive jamais dans les traductions à me dire est-ce que c'est une carafe ou un décanteur. Oui. Voilà. Et en fait, il y a deux actes il y a deux actes. Le premier, c'est un vin très jeune, où finalement, je vais carafer le vin. Si tu veux, l'idée, c'est les Australiens parlent de shock decanting, donc eux, ils vont carrément secouer les vins jusqu'à en faire sortir de la mousse, qui est en réalité du CO2. Ce qui m'arrive de faire, sur des vins qui sont vraiment très fermés, très jeunes, ça m'arrive de les brutaliser un petit peu sur les carafes. Ouais. C'est pas très élégant en salle de restauration, mais il se trouve que ça fonctionne, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Oui, bien sûr. Le but, c'est d'accélérer un processus. C'est d'accélérer un processus. Par contre, je le redis, je le martèle, c'est un choix. C'est-à-dire que je ne vais pas recommander de carafer tous les vins, même si moi, personnellement, j'aime beaucoup le faire, et tu parlais de champagne, y compris sur les champagnes. Il y a des champagnes qui peuvent bénéficier de ça. Alors évidemment, très peu de temps, hein, c'est un petit aller-retour. Oui. D'ailleurs, pour info, la carafe a été inventée en Champagne, à l'époque où on ne faisait pas d'égorgement. D'accord. C'était la première région à utiliser la carafe. Alors pour des raisons, on ne dégorgeait pas, donc il fallait séparer
les levures du Bien vin. sûr, oui. Mais Un pour peu revenir... comme quand on décante, du coup, aujourd'hui, quoi. Et ben voilà, et du coup, merci pour l'intro, tu vois, tac. Deuxième raison pour laquelle on va venir décanter, c'est les très vieux vins, qui pour le coup n'ont pas besoin d'avoir de contact avec l'air, ils en ont déjà sûrement trop eu, Ouais. par la porosité du bouchon. Et du coup, l'idée, c'est d'aller uniquement séparer les sédiments du vin. Alors, si on est gêné par les sédiments, il faut le faire. Si on n'est pas gêné, ça fonctionne aussi. Il y a des gens Vous aurez juste les dents noires, c'est tout. il y a des gens qui croquent les sédiments en se disant qu'on va pas en perdre une goutte. Je fais partie de ceux-là sur certaines bouteilles. Mais voilà, donc il y a 2 actions. Et tu l'as dit, nos carafes, on va dans des formes assez sympas. Il y a toujours une utilité. Voilà, je pense à la carafe F par exemple, qui va permettre justement d'accélérer le processus de carafage. On a des carafes soufflé-bouche qui sont magnifiques, voilà, qui sont très... on est dans la théâtralisation, hein, Bien sûr, c'est l'art de la table. c'est l'art de la table. Puis quand on est sur un très beau restaurant, le sommelier, c'est aussi quelque part un rituel. Hein. Il y a aussi du cérémonial dans tout ça. Bien sûr. Et là, pour le coup, je m'en cache pas. Tout à l'heure, je t'ai dit, on se fout de l'esthétique, on va vraiment dans la technique. Pour la carafe, c'est pas tout à fait vrai. Et après, on a des carafes très simples. Dont une que je recommande et que j'adore, c'est la carafe Moselle, elle est à 39,90 €, prix public, et ça passe dans la porte du frigo, ça passe dans le seau à glace. Moi j'habite Aix-en-Provence, j'ai toujours un vrai problème avec la température des vins, je déteste avoir un vin qui est trop chaud, et qui est trop froid aussi, hein, mais c'est souvent plus facile d'avoir un vin trop froid que trop chaud. Oui. Quand il est trop on chaud, attend un petit peu, quoi, c'est pas grave, quoi, au pire. Voilà, donc j'ai toujours tendance à servir un peu frais, et bon, le pire si c'est trop frais, on attend un petit peu plutôt que l'inverse, parce que quand on a un vin chaud, c'est quand même Oui, c'est plus difficile, ouais. pas terrible. Et donc voilà, cette carafe-là permet le retour en seau à glace, etc. Et c'est une carafe mécanique. Donc tu parlais tout à l'heure encore une fois de l'analogie mécanique soufflé-bouche. Sur le soufflé-bouche, les carafes, il y a un intérêt énorme, parce qu'on peut faire des choses superbes. Et après, sur la partie de tous les jours, et on vend aussi beaucoup la restauration en France. Et souvent, ce que je leur dis, c'est que voilà, je leur dis ne vous prenez pas non plus tout le temps la tête avec une carafe trop compliquée. Je préfère que vous décidiez de carafer les vins quand il le faut, avec une carafe qui passe dans les racks, dans les lave-verres. Ouais, c'est le starting pack, on va dire. C'est le starting pack, exactement. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais. Donc vraiment séparer l'acte de carafer et de décanter. Et sauf si on a la chance d'avoir des très vieilles bouteilles en cave, on va souvent plutôt carafer que décanter. Ouais, ce qui arrive plus souvent. Ouais. Et du coup, on arrive sur le deuxième sujet que j'abordais, le champagne, on va dire. Le champagne, ouais. La flûte, la coupe, enfin bref, il y a plein de... Tu vas me parler de Marie-Antoinette ou pas? Non. Non, le but c'est juste voilà, de peut-être de reprécher, on va dire, pour des verres adaptés au champagne. Bien sûr. Parce que justement, c'est pas toujours le cas. Et là aussi, on diminue le plaisir, quoi. Alors écoute, c'est une très bonne question. Le champagne, c'est un sujet incroyable. Déjà, je pense qu'il faut commencer par dire que le champagne, c'est un vin. Et pour avoir vécu longtemps en Asie et fait des dégustations comparatives avec des champenois, avec des champagnes, pardon, et aussi avec des champenois d'ailleurs, il fallait toujours commencer par ce point de départ. Le champagne, c'est du vin. Donc la première question en général que l'on va poser à une personne qui va nous poser cette question, quel est le meilleur verre pour la champagne? On commence par tuer la flûte. Et ça paraît évident quand on est professionnel, mais c'est pas évident pour tout le monde. Bien entendu, oui. Et même des amateurs, hein. J'ai encore beaucoup de gens qui se disent qu'ils ont fait le bon choix en prenant la flûte. La flûte, c'est un objet traditionnel, et moi je leur dis, est-ce que vous avez déjà bu un pinot noir ou un chardonnay dans une flûte? La réponse en général c'est non. Et même, aller un peu plus loin, essayer de boire du pinot noir ou du chardonnay dans une flûte, on n'a rien au nez, c'est abominable, et ça paraît évident pour tout le monde. Et donc la flûte, ça a été... alors il y a eu la coupe avant, mais ça c'était une raison historique, c'était les Britanniques qui aimaient tromper leur gâteau. Hein, voilà. Après il y a toute l'histoire de Marie-Antoinette, mais je vais passer là-dessus. Je pense que c'était... Prochain épisode. Prochain épisode. Mais c'est une belle légende. Et toujours est-il, c'est que donc la coupe, ensuite la flûte. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on est quand même tous d'accord pour dire que le champagne se déguste dans un verre à vin. C'est un vin blanc. Ça peut être aussi un vin rosé. Et là, il se trouve qu'on recommande notre verre Pinot Noir. Ok, pour les vins rosés, tu veux dire. Et ça, c'est un monsieur qui s'appelle Richard Geoffroy, chef de cave de Dom Pérignon, qui a été longtemps chef de cave Dom Pérignon. Et on a fait des dégustations comparatives avec lui. Et il se trouve que sur le Dom Pérignon rosé, le meilleur verre, contre toute attente,
moi j'avais la lourde tâche d'aller voir les équipes marketing avenue de la Grande Armée en disant voilà, ça c'est votre verre Dom Pérignon rosé, donc le verre était énorme, etc. Mais il se trouve que ça générait une émotion qu'on n'avait pas du tout, même dans un verre à vin blanc. Et parce que là, en plus, on parlait du toucher tout à l'heure, il y a la bulle qui est une autre sensation qui est aussi hyper importante, quoi. Il y a la bulle, alors la bulle, on peut la gérer, ça c'est les points mousse qu'on va venir appliquer au laser, que l'on fait sur certains de nos verres, pas tous. Alors j'ai pas beaucoup de munitions avec moi parce qu'il faudrait que je me balade avec le showroom, on a 900 références chez Riedel. C'est ce que j'avais demandé aussi, 900 références, mais ça commence à... Mais tu vois, je vais essayer de simplifier un peu le débat, un des meilleurs verres à champagne aujourd'hui que l'on ait, c'est ce verre. Ouais. Et d'ailleurs, il a été sélectionné par Vincent Chaperon chez Dom Pérignon pour être leur nouveau verre Dom Pérignon rosé. D'accord. Qui est un verre qui fonctionne extrêmement bien sur les bulles. Alors après, évidemment, le travers, c'est d'en mettre trop et du coup de perdre justement cette effervescence qui est importante. Donc moi, ce que je conseille souvent, c'est de pas trop servir, d'éviter de perdre la bulle et surtout la température. Et donc ce verre, c'est un très bon verre à champagne. Alors après, j'ai d'autres références en tête, notamment la collection Veritas avec un verre champagne qui a été très longtemps un standard et un super verre de dégustation. Maximilien avait fait des articles à l'époque dans la presse spécialisée avec un motto qui était Kill the flute. Donc ça avait choqué un petit peu parce que la flûte, c'est aussi cette partie du rêve, hein, quand on déguste du champagne. C'est un moment, c'est pas un vin classique, c'est un moment de consommation particulier. Donc je crois que la flûte, il faut pas... Est-ce qu'il faut la tuer? J'en sais rien. Si les gens aiment bien, c'est vrai que c'est un peu ce statut-là où on voit quelqu'un avec une flûte, on sait qu'il boit du champagne. Et voilà. Et donc, oui, il y a aussi cette image sympa, quoi. Après, voilà, si on prend ça, par exemple, je suis pas sûr qu'on se dise qu'il boit autre chose que du champagne. Exactement. Et tu vois, c'est rigolo ce que tu dis, parce que quand je me suis marié, évidemment, on a bu du champagne, et j'avais, au fond de ma tête, quelque chose qui me disait, ouais, mais ce serait sympa, quand même, d'avoir un verre qui soit quelque part un petit peu orienté champagne sur le cocktail. Et j'avais choisi ce verre à l'époque, qui est un verre qui est très proche aussi du verre que l'on a développé pour la maison Krug. D'accord. On a développé un verre sur mesure qui s'appelle le verre Joseph, avec cette belle maison Krug il y a plusieurs années maintenant. Et si tu veux, ce verre, c'est un verre qui est hybride entre la flûte et le verre. Et quand tu sers jusqu'ici, tu as une super expérience de dégustation et il se trouve que c'est aussi un très bon verre à champagne. Donc te dire quel est le meilleur verre à champagne, c'est lourd de tâche. Ça va aussi dépendre du type de champagne que tu as, du terroir. Je crois que les blancs de blanc nécessitent aussi un traitement peut-être un petit peu à part. Tu as parlé de la bulle, tu as raison, la bulle vient entrer en jeu. On a fait pas mal de dégustations comparatives et je crois qu'aujourd'hui, les deux meilleurs verres à champagne que l'on ait en tout cas dans nos catalogues, c'est le verre Veloce Riesling, le verre Veritas et Super Leggero Champagne. D'accord. Qui est la même forme mais décuplé dans deux collections. Et donc le verre Performance Champagne qui est le fameux verre de mon mariage. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote personnelle, mais j'avais quelque part en tête exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'on a finalement et en restauration j'ai des chefs sommeliers, je peux citer la Tour d'Argent par exemple, Victor Gonzalez avec qui on a fait la sélection de Very pour la réouverture de la Tour d'Argent. Il me disait, il a raison, il faut quand même avoir quelque chose de différent pour la Champagne, parce que c'est une attente client, et on a aussi des gens qui veulent une flûte. Ouais. Et on n'est pas là pour... Oui, si la personne veut, et malheureusement c'est pas la meilleure expérience, mais aussi il faut pouvoir le contenter. Et de toute façon... Je crois que le mieux c'est de donner le choix. Ouais. C'est de donner le choix. Je t'inviterais vraiment à essayer un champagne rosé dans ce verre Pinot Noir. Okay. C'est une super expérience. Et surtout de ne plus jamais utiliser la coupe et la flûte, mais bon, ça je crois que c'était déjà fait. Je suis un converti. Voilà. Après, le sujet de la Champagne, encore une fois, il est vaste. J'avais eu la chance un jour de faire une dégustation sur le vin clair. Oui. Donc c'est avant de devenir effervescent. Et notamment sur les assemblages. Et c'est là aussi où tu comprends que finalement, le champagne c'est du vin. Et que tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, ça fonctionne de la même manière. Avec la seule différence près qu'il y a quand même une bulle à gérer en plus, et le toucher en bouche, pour repartir sur la flûte versus le verre à vin, quand on déguste avec une flûte, on a cette espèce de mousse qui vient de prendre l'intégralité du palais, c'est d'ailleurs pas très agréable.
Voilà, il y a des personnes qui ont du mal à le digérer pour ces raisons-là. Quand on déguste dans un verre à vin blanc, tout d'un coup, ce problème est complètement évacué. Bien C'est sûr. beaucoup plus digeste. Alors certes, il y a une effervescence qui est moindre, on va moins avoir cette espèce de nuage, Ouais, bien sûr. cette écume de CO2. Et on va partir plutôt sur la complexité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est de coutume de boire du champagne aussi en mangeant. Hein, voilà. Et un verre à vin, ça aide à rendre tout ça bien plus digeste et superbe. Ouais, bah oui, il faut aussi accompagner ces nouveaux usages, on va dire, d'une certaine manière. C'est de plus en plus démocratisé, en tout cas, on va dire. Ouais, puis c'est top. Ouais. Un super champagne millésimé avec un petit peu d'âge sur un beau millésime, c'est top sur un repas. Il faut tester, j'encourage. Bah, ce soir, vas-y. C'est parti. Si on reprend, voilà, je suis starter pack. Si je dois prendre un seul verre, si je dois en prendre 3, qu'est-ce que tu recommandes aujourd'hui chez Riedel? Alors, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est les spiritueux. Ah, on y revient juste après si ça te va. Mais du coup, je le mets dans le starter pack ou pas? Alors, ne le mettons pas pour le starter pack, là on parle Alors, on va faire le starter pack vin. Donc vin incluant champagne. du vin, quoi. Alors, le premier verre, c'est le verre Riesling, Ouais. qu'importe la collection. C'est souvent le verre le plus passe-partout, le plus évident que l'on puisse avoir, Qui est celui-ci là. qui est celui-ci. Alors, dans cette collection Vélos, ça c'est très fin, c'est très beau, mais on a aussi des collections voilà, plus résistantes, Oui, moins imposantes pour les personnes qui auront des problèmes dans leur lave-vaisselle à la maison, ce qui est un vrai sujet. Hein. ouais, oui, Le j'imagine. lavage. Ensuite, je dirais que le verre Syrah dont je te parlais tout à l'heure, au-delà du fait qu'on déguste de la Syrah ou pas, ça reste un très bon verre polyvalent chez nous. Et un troisième verre, je dirais que là je mettrais un joker parce que c'est soit le verre Pinot Noir, soit le verre Bordeaux. Ok. Et là tu vois, j'ai fait un début de langage, j'ai dit Pinot Noir et Bordeaux, qui est pas du tout Non, pareil. oui. Pinot Noir, famille de cépages, Ouais. et Cabernet, tous les cépages bordelais on va dire. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, etc. Tu te souviens le poivre? Ouais. Dans l'assemblage. T'as bien écouté. Hein. Et tous ces cépages, en fait, c'est les familles de cépages. Ce qui veut dire que le verre Pinot Noir te permettra d'aller chercher des Nebbiolo italiens, des gamètes chez Jean Foyard, etc., etc. Et le verre Bordeaux te permettra d'aller chercher les tanates, tous ces vins très structurés avec beaucoup de tanins. Donc encore une fois, avec ces 3 verres, donc je résume, Ouais. Riesling, Syrah, plus le verre que l'on va choisir en fonction de ce que l'on va déguster, Bien sûr. ça fait déjà une très belle sélection. Ouais. Je crois qu'avoir 3 verres à la maison, c'est déjà un... Oui, c'est pour ça. C'est que généralement, je dirais que soit on en a un, soit on en a 3, mais voilà, ça reste tu vois, un bon choix. D'autant plus que si on se dit que on peut, si on le souhaite, déguster le champagne dans ce verre-là, par exemple. Ah oui, oui. Voilà, on a quand même quelque chose de très représentatif et d'assez complet, auquel moi je dirais qu'il faudrait rajouter sûrement une carafe, on va dire, parce que ça a toujours cet effet-là, notamment si on a des vins jeunes, et on en a parlé tout à l'heure, il y en a une qui est assez abordable et pratique. Bien sûr. La carafe Moselle, c'est probablement le 4e produit que je rajouterais, et puis après un joli verre à eau, parce que le verre à eau avec le buvant très fin, c'est hyper agréable, et je le dis assez régulièrement, mais l'eau c'est ce qu'on boit le plus régulièrement. Alors je sais pas toi, Heureusement, heureusement. mais heureusement, et il se trouve que d'avoir des beaux verres à eau avec un buvant très fin et cette qualité d'exécution, c'est assez sympa aussi. Donc je ne néglige pas le verre à eau, qui peut faire un très beau verre à plein d'autres choses d'ailleurs. Et après, voilà, c'est pour ça que je te lançais la perche sur les spiritueux, Ouais, parce bien que sûr. souvent c'est aussi un verre qu'on utilise certes un petit peu moins, parce qu'il y a moins de moments de consommation, mais qui a une vraie utilité. Petit atelier justement, on avait une question tout à l'heure, on en a très rapidement parlé. Je trouve ça hyper intéressant de parler du lavage des verres. C'est vrai que c'est des verres qui sont assez délicats. Parfois Ouais. on en a un peu peur. C'est presque bizarre de te demander ça, mais on va te demander Ah non, c'est pas bizarre. de bien nous montrer comment est-ce qu'on nettoie correctement un verre à vin. Alors, c'est une question qu'on nous pose constamment. Je crois que tous les jours, la question rigolote, c'est souvent aussi comment on lave une carafe. Alors je réponds souvent, il faut prendre sa douche avec. Parce qu'on a... C'est pratique. Non, on a les très grandes carafes qui en fait passent pas dans les éviers à la maison. Ah Alors, oui. ça passe en plonge en restauration. Et il se trouve que voilà, je réponds à ta question sur les carafes. Les pommeaux de douche, voilà, il y a beaucoup d'espace et au moins ça évite de cogner la carafe dans tous les sens. Le verre à vin, l'objet le plus safe, le plus facile,
plus rapide, ça s'appelle un lave-vaisselle. Magnifique. Voilà, le lave-vaisselle, c'est le plus safe. Nos verres sont garantis au lavage, 10 000 lavages. Donc je pense qu'on a assez aisément l'opportunité de le casser avant, au-delà du lavage. Parce que 10 000 fois, c'est beaucoup. Et donc le lave-vaisselle, c'est le premier point. Les verres sont complètement compatibles avec ça. Ouais. Cristal ou pas, c'est du cristal, je le répète. En revanche, souvent les gens me disent oui, mais bon, tu sais, dans le lave-vaisselle, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le lave-vaisselle très adapté à la maison. Il n'y a pas toujours des racks qui font la taille du verre. Il y a l'assiette, la casserole, on a mis un peu pas mal de choses. Le lavage du verre, ça prend très peu de temps à la maison. Un petit coup d'eau chaude. Et après, il y a un truc à pas faire. C'est la brûlure indienne. C'est ce geste en fait que l'on voit souvent dans les brasseries parisiennes. Vous savez, derrière le comptoir. Clac, clac, clac. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? On va simplement faire un mouvement de torsion entre le pied et le bol. Et ça va péter ici. Nickel. Et c'est vrai que c'est soit un ridel très fin ou un autre, ça va toujours être un problème. Donc tout simplement, au lieu de faire ça, on va tout simplement tenir le verre par le bol et venir... Alors là, il me faudrait une deuxième microfibre, idéalement. Sinon comme ça. Et là, tout d'un coup, un petit coup sur le bol, très rapide sur le pied, clac, clac, et clac. on lâche les deux parties, c'est toujours indépendant, quoi, on va dire. Et c'est reparti, exactement. Je le redis, lave-vaisselle, meilleure solution. Deuxième solution, si on a peur de le mettre dans le lave-vaisselle parce qu'il n'y a pas l'espace nécessaire, tout simplement une belle microfibre. Alors c'est pareil, c'est assez rigolo, il y a des gens qui... Il y a des clients qui nous achètent, des clients professionnels qui nous achètent que les microfibres, parce qu'il se trouve qu'ils vendent pas de vin, mais je pense à les boîtes de nuit par exemple, qui nous passent des commandes énormes de microfibres, et il se trouve que cette microfibre elle est top. Ok. Alors c'est pas nous qui la On produisons. la retrouve sur le site juste. Ouais, on la retrouve sur le site. C'est pas nous qui la produisons évidemment, on n'est pas fabricant de microfibres. On a fait pas mal de tests, et c'est vrai qu'avoir une bonne microfibre c'est hyper important, ça laisse pas de traces, etc. Donc ça c'est pour le lavage du verre, la carafe je l'ai mentionné rapidement, et surtout il y a un truc à ne pas faire, c'est laisser en fait un fond de rouge fin de soirée, et ça en général c'est pas mal de mettre un petit peu d'eau dans les verres avant de les coucher. Tout de suite, histoire que et de pas laver ses verres à 3h du matin, c'est aussi une très mauvaise idée, et souvent la casse ça se passe à ce moment là. Donc c'est plutôt se dire voilà, les verres sont utilisés, un petit coup d'eau dans chaque verre pour pas que les tanins attaquent le cristal. Ouais, bien sûr. Après, c'est récupérable. Par exemple, une carafe qui a été un petit peu usagée, bicarbonate de soude, gros sel, vinaigre, et c'est reparti comme neuf. Ouais, c'est magnifique. Mais bon, je crois qu'on n'a pas envie de passer trop de temps sur ce sujet-là. Moi, j'utilise des carafes Riedel très régulièrement et je déteste passer du temps à les laver. Et ça se passe très bien. Bon, Marie, voilà. C'est juste que voilà, il faut pas laisser traîner, notamment les rouges, au contact du verre trop longtemps quand il reste très peu, parce que ça sèche et après c'est un peu compliqué. Ouais, bien sûr. J'espère que je t'ai désacralisé le lavage. C'est bon pour moi. Non mais c'est vrai, on a toujours envie de faire attention et de le faire aussi correctement. Donc c'est un peu... Bien sûr, et puis l'idée c'est pas de les casser. Hein. Je veux dire, on est certains pourraient imaginer qu'on est content quand le verre se casse, mais pas du tout, au contraire, c'est l'expérience qui est pas géniale. Bah oui. Alors voilà, après si on le fait tomber, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, le verre tombera. Souvent, le lavage, ça se passe la casse, pardon, se passe au niveau du lavage. Ouais. Ok, trop cool. Tu parlais tout à l'heure de deux choses. Je te propose d'en choisir une des deux, malheureusement, parce qu'on va être un peu short en temps. J'aime bien choisir. Tu as parlé des spiritueux et tu as parlé aussi des verres à eau. Je pense que derrière les spiritueux, d'ailleurs, il y a tout un univers Riedel, dans le sens où vous avez développé un nombre de verres pour plein de choses. On parlait des cafés, ce genre de choses. Ouais. Et il y a le verre à eau qui paraît peut-être plus simple, mais peut-être plus complexe et plus intéressant à creuser. Je sais pas, dis-moi ce que tu préfères. Bah écoute, moi j'ai envie de te parler, tu parlais de café, tu parlais de verres, on va dire, qui servent à autre chose que de déguster du vin. On a fait des verres pour Nespresso, qui sont hyper intéressants. La dégustation du café, il y a des terroirs, il y a pas mal de choses. On a créé 3 verres pour eux. On a aussi fait des verres pour le saké au Japon. On a fait aussi un verre à Coca-Cola à leur demande, parce que l'idée c'était aussi pour eux de rendre cette belle marque accessible aussi sur les beaux établissements, et comment servir Coca-Cola dans un palace versus le bistrot du coin. Donc avec un verre justement qui était hyper intéressant, notamment dans la gestion de l'effervescence aussi. Et donc si tu veux, sur les spiritueux, si je devais rapidement en parler, les spiritueux, oui, on a fait des verres tequila, on a fait des verres whisky, on a fait des verres cognac, etc. etc. Et c'est tout aussi important en fait que le verre à vin.
Tu parlais de verre à eau, là, tu vois, comme ça, j'ai pas choisi. Mais le verre à eau, J'adore en choisir, fait, mais j'aime bien ne pas choisir. non, mais le verre à eau, en fait, j'en parlais tout à l'heure comme bon complément, parce que c'est un verre qu'on utilise très régulièrement. Pour la petite histoire, la dégustation que tu as faite, Ouais. en général, on aime bien utiliser de l'eau très froide, de l'eau glacée en préambule. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de préjugés sur le millésime, sur le vigneron, etc. Ouais. Et en fait, en fonction de la forme du verre, bah, l'eau va te paraître plus ou moins fraîche dans les différents verres. Plus ou moins rafraîchissante. Ok. Et on a même fait d'ailleurs une dégustation comparative avec Evian à l'époque. Et il se trouve que le meilleur verre à eau chez nous, c'est le verre Cabernet. Voilà, Ok. ça c'est pour la petite histoire, Oh. pour répondre à tes questions. Mais c'est surtout la finesse au buvant qui est agréable et il se trouve que c'est assez rare de faire des vraies dégustations d'eau. Oui, oui, j'imagine. Non, mais c'est Voilà. vrai que bon, c'est quelque chose qui est... En fait, c'est ce plaisir, en fait, que l'eau, quand c'est rafraîchissant, c'est aussi plus agréable. Quoi, tout Mais simplement. si tu veux, Riedel, en fait, on va chercher le plaisir de dégustation. Ça peut être aussi du thé, tu vois, on pourrait parler aussi du thé. Alors, on n'a pas vraiment une collection dédiée au thé, mais mes années en Asie ont fait que les distributeurs ont cherché par eux-mêmes quel était le verre adapté au thé vert, au thé noir, etc. Et on a des verres qui sont superbes pour la dégustation d'été. Donc voilà, la logique, on va dire, continue. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit la boisson, on pourrait parler du cidre, on pourrait parler de la bière. C'est infini, quoi. On a fait des verres à bière pour l'IPA, pour la stout, pour la wheat, etc. Je voudrais dire, c'est que l'intérêt, c'est vraiment de se dire le verre fait une différence. Et tu vois, si on devait terminer sur une phrase, on se plaint tout le temps du liquide, jamais du contenant. Et ça, j'espère que c'est quelque chose qui restera, et en tout cas qui te questionnera. C'est pas facile quand on est juste auditeur, mais, Ouais. mais voilà, l'idée c'est de... Oui, en fait, tout simplement de remettre en question le verre qu'on a en face de nous plutôt que uniquement la bouteille. Et c'est Exactement. vrai que le premier réflexe, c'est souvent de remettre en question la bouteille. Ah bah souvent, ouais. Malgré tout le très joli travail qui est fait par nos chers vignerons. Mais, Exactement. Et ils font un travail d'ailleurs exceptionnel qui est stratosphérique dans la vigne, incroyable en vinification, avec des investissements colossaux. Et c'est souvent le dernier, alors certains parleront du dernier kilomètre en logistique. Moi je vais parler du dernier centimètre. Et ce dernier centimètre, souvent on a tendance à le négliger en se disant voilà, le verre ça casse, hein, tu l'as dit, hein, le verre ça casse, j'ai pas de place, etc. Mais c'est vraiment dommage de mettre un gros craie de crayon sur une grande partie du vin et de passer à côté, hein, de tout simplement déguster à peut-être 60-70%, alors qu'en fait on pourrait être à 100 assez aisément, quoi. On n'est jamais à 100 hein, parce qu'on n'a pas non plus la vérité absolue et je le redis, il y a aussi dans certains cas des gens qui vont se dire moi j'ai préféré mon vin dans ce verre. La boucle est bouclée, ce sera le vôtre. Exactement. Et il y a des pays, je pense à la Géorgie par exemple, qui fait du saperavi. Quand on vous demande quel est le meilleur verre pour le saperavi, si on l'a pas essayé, on va pas. Il on faut n'aura tester. pas la réponse. Ouais, Voilà. bien sûr, il faut tester. Exactement. Écoute, Victor, je passais un super moment avec toi. Je te remercie pour toute cette petite conclusion, même que tu as fait sans que je te la demande. C'est merveilleux. Remettre en question parfois le contenant plutôt que le contenu. Je trouve ça super intéressant d'avoir étudié l'ensemble de l'impact, en tout cas. Et on comprend peu à peu, je trouve, la raison du choix aussi divers de un champagne ça mérite un verre, un vin de Bourgogne Pinot Noir mérite tel verre, un Chardonnay un autre, et là aujourd'hui moi j'en ai fait l'expérience parce que pour avoir dégusté dans de nombreux verres, on a rarement l'occasion de le faire avec des verres différents en même temps. Et on le fait souvent au nez mais moins souvent en bouche, et je vous invite à le faire. D'ailleurs, même avant de commander des verres Riedel, si vous en avez envie, de le faire avec même des verres à la maison et de tester déjà cette différence qui est sûrement perceptible à partir de n'importe quel verre. Exactement, et ça tu l'as dit, c'est que c'est assez facile de le faire, ne serait-ce que pour le coup du champagne, pour quelqu'un qui peut être surpris par ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà. Tout le monde peut venir au masterclass que vous organisez ? Bien sûr, on est partenaire de beaucoup d'événements B2C, Okay. ouverts au public. Je pense au Grand Testing, Béthane de Sauve, ou les événements Terre de Vin par exemple, où là en général on fait tout le temps des masterclass qu'il faut réserver en amont, et en plus ce qui est sympa c'est que les gens repartent avec les verres. Magnifique. Donc c'est un bon deal. C'est un bon deal parce que non seulement on a l'expérience, mais aussi on commence à s'équiper avec un tasting set qui est juste là, qui est en fait 4 verres qui vont couvrir les grands cépages classiques.
Et après, on fait aussi beaucoup de dégustations ouvertes aux pros sur les salons comme Wine Paris, Unexpo, dont on est partenaire, et plein d'autres. Donc oui, c'est très facile à le faire, et d'ailleurs, on est aussi tout à fait à même de l'organiser dans un cadre... il faut une vingtaine de personnes pour le faire. Ok, trop chouette. Voilà. Super. En vrai, c'était un sujet passionnant que même moi j'ai redécouvert, alors que je suis déjà, on va dire, initié au sujet. Ouais. Donc j'espère que nos auditeurs auront apprécié. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Nicolas, à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci, et à bientôt pour une nouvelle rencontre.